quand même, pour rappel, le premier rapport portait sur quelle méthode pour définir les méthodes, comment ajuster le cadre financier pluriannuel face aux défis de la relance économique. Et cette deuxième communication porte sur la thématique de quelle méthode pour définir et mettre en œuvre au niveau européen des outils financiers propres à faciliter la sortie de crise. Alors c'est vrai que le titre un peu décalé par rapport à... Voilà. Parce qu'en fait l'idée c'était, on était partis du principe toutes les deux que la France avait tendance à dire ce qu'elle voulait et à penser que c'était obligatoirement donc ce qu'il fallait faire et sans écouter les autres. Donc on a proposé nous de travailler sur la méthode et donc ça concerne toujours le plan de relance notamment sur la méthode qui pourrait faire qu'on se mette un peu d'accord parce que ce qui a été présenté c'est en partie ce qui est proposé, et comme l'a dit Christophe, on n'y est pas complètement encore. Voilà. Donc nous, on est plus sur la méthode. Donc je démarre et ensuite Liliana prendra la suite. Alors donc pour réfléchir à la méthode, pour définir et mettre en œuvre au niveau européen des outils financiers propres à faciliter la sortie de crise et la relance, c'est les deux. Comme le bureau nous en avait confié la mission, il nous a paru primordial de savoir comment les autres pays analysaient la situation, de ne pas seulement partir de notre position. Nous avons donc interrogé les ambassadeurs d'une douzaine de pays, certains à plusieurs reprises pour bien comprendre l'évolution. Et il ressort de ces entretiens qu'il existe aujourd'hui, Christophe l'a rappelé clairement, une conscience partagée de la gravité de la crise et de l'impossibilité pour un pays de s'en sortir seul, compte tenu de l'interdépendance de nos économies. Donc, le principe d'un emprunt en commun pour relancer nos économies n'est plus contesté en soi, ce qui était effectivement loin d'être une évidence il y a quelques semaines, mais les divergences n'en restent pas moins nombreuses sur la substance du mot solidarité et le meilleur moyen de favoriser la relance de nos économies. Donc comment parvenir à un accord alors que les positions de départ paraissent si éloignées et parfois crispées? Comment rapprocher des sensibilités culturelles différentes? Il nous est apparu que la méthode était déterminante, car comme nous le verrons, pour certains pays, un accord ne peut être trouvé sur les montants et sur la répartition entre prêts et subventions, ce que nous avons mis en avant un peu comme premier, ne peut être trouvé que s'il y a préalablement un accord sur l'évaluation des besoins, les critères de répartition de l'aide et les conditions qui y sont associées. Une première condition indispensable pour mettre en place des outils communs est donc de respecter nos partenaires. À ce titre, nous nous sommes interdits d'utiliser des qualificatifs tels que frugaux ou radins. Il est en effet faux de prétendre que certains pays ne seraient pas solidaires des pays les plus touchés parce qu'ils ont des désaccords sur les modalités d'organisation de cette solidarité. Il est d'ailleurs apparu que la mutualisation des dettes n'était pas le seul moyen de se montrer solidaire. Les preuves de la solidarité entre pays européens sont multiples. Elles s'exercent d'abord à travers le budget européen. Les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et le Danemark sont des contributeurs nets importants, aussi bien si l'on rapporte leur solde net au nombre d'habitants qu'au PIB. Ils n'ont pas la différence du Royaume-Uni prôné le juste retour, jamais. Cette solidarité s'est également exprimée en actes pendant la crise sanitaire, malgré les ratés des débuts. À titre d'exemple, parmi d'autres, l'Allemagne et l'Autriche ont accueilli des patients français dans leurs hôpitaux et la Suède a fourni du matériel médical à l'Italie et à l'Espagne. Cette solidarité s'est enfin traduite par la mobilisation rapide de tous les fonds disponibles dans le budget européen pour 2020 et la mise en place des 3 filets de sécurité que l'on connaît tous aujourd'hui, d'un montant total de 540 milliards d'euros, adoptés en mai pour soutenir dans l'urgence les États avec un soutien du mécanisme européen de stabilité sans conditionnalité macroéconomique. Les entreprises avec le fonds de garantie pan-européen de la BEI et les ménages avec le règlement Schur pour le soutien aux dispositifs nationaux de chômage partiel. Pour ces 4 pays, et d'autres comme la Finlande, la solidarité consiste aussi, et peut-être avant tout, à respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance et à conduire les réformes nécessaires pour que l'Union et la zone euro dans leur ensemble soient plus solides et que les faiblesses structurelles d'un pays n'aient pas des conséquences négatives pour tous les autres. C'est aussi une définition de la solidarité. C'est d'ailleurs la crédibilité budgétaire, il faut le rappeler quand même, de ces pays dont les finances publiques sont saines qui permet à l'Union de bénéficier de conditions d'emprunt favorables sur les marchés et d'en faire profiter tous les États membres. Les pays du Nord sont prêts à aider les pays du Sud, mais ils sont soucieux de limiter l'augmentation de leur contribution au budget européen, Christophe l'a rappelé. Dans ce contexte, les rabais, Christophe l'a dit également, constituent un point dur.
de la négociation, pour eux ainsi que pour l'Allemagne. Il faut avoir conscience des contraintes politiques auxquelles ils sont soumis, avec des parlements et des populations, oppositions souvent plus dures que celles du gouvernement, et pour certains, une majorité parlementaire fragile et des échéances électorales proches. C'est d'autant plus important que le recours à l'emprunt pour le plan de relance suppose la modification de la décision du Conseil sur les ressources propres, donc sa ratification par tous les parlements nationaux. Christophe l'a également rappelé, mais il faut pas l'oublier parce qu'on peut vouloir les choses, il faut quand même tenir compte des situations. Or, certains parlements nationaux, comme en Finlande ou aux Pays-Bas, sont particulièrement rétifs à une augmentation de la dette mutuelle. Je fais une petite parenthèse, c'est que ces pays, à la différence du nôtre, sont venus présenter les plans de relance, qu'ils soient européens ou nationaux, quand ils existent déjà, au Parlement. C'est-à-dire, nous, on est les seuls quand même où tout ça nous passe un peu au-dessus. Et ils font cet effort-là, justement, parce qu'ils sont dans des situations, pour certains, de coalition et autres, et bien sûr qu'ils font l'effort d'aller présenter les choses. Le Parlement suédois vient, quant à lui, d'adopter, comme vous le savez, un avis motivé, contestant la conformité de la décision sur les ressources propres au principe de subsidiarité, exprimant son soutien à une politique budgétaire restrictive et son opposition à la création de nouvelles ressources propres. Donc, un deuxième axe qui est ressorti de nos auditions est que certains mots ne sont pas utilisés avec le même sens par tous. Il faut prendre le temps de bien expliquer ce qu'on entend quand on les utilise, faute de quoi les positions peuvent se rigidifier inutilement. On l'a déjà vu, tous les pays ne mettent pas la même chose derrière le mot solidarité. C'est également le cas lorsqu'on parle de mutualisation des dettes. Ce que refusent plusieurs pays, dont l'Allemagne, c'est une union de transferts qui amènerait à des transferts d'un budget national vers un autre budget national, ainsi que la mutualisation des dettes existantes, non liées à la situation actuelle. L'architecture proposée par la Commission européenne et avant elle par l'initiative franco-allemande emporte bien une forme de mutualisation, puisque les fonds empruntés seront dépensés sur la base des besoins et remboursés en fonction de la clé RNB, sauf à de nouvelles recettes, comme on l'a vu, mais il s'agit de transferts via le budget européen et temporaire. Ce qui est essentiel à leurs yeux. Donc c'est là-dessus qu'ils se sont mis d'accord. Pour que les pays du Nord puissent faire accepter un accord que nous espérons tous à leur Parlement et leur population, il ne faut pas que les pays du Sud le présentent comme une victoire pour eux et comme une mutualisation des dettes, mais de cette dette qui viendra financer les plans de relance nationaux. Il s'agit de s'endetter en commun pour investir pour l'avenir, pas de mutualiser les dettes existantes, ni de financer par l'emprunt européen les systèmes sociaux ou le fonctionnement des États membres. Surtout que certains nous rappellent qu'ils savent que certains pays ont des échéances électorales et ils ne souhaitent évidemment pas que ça soit le financement de la campagne électorale de certains. Un accord doit permettre à chacun de présenter la solution adoptée comme répondant aux préoccupations de sa population. Le terme de conditionnalité doit également être manipulé avec la plus grande précaution. Les pays du Sud ont été traumatisés par les conditions imposées à la Grèce à la suite de la crise financière. Ils refusent des conditionnalités macroéconomiques telles que celles qui ont été associées à l'aide du mécanisme européen de stabilité. Ils mettent en avant le fait qu'il ne faut pas traiter cette crise avec les outils de la précédente, alors qu'aucun pays n'est responsable de la pandémie et que les conséquences économiques de la crise sont dues aux mesures prophylactiques prises dans un but sanitaire et non à la mauvaise gestion des États concernés. Les pays dits des 4 souhaitent pour leur part que les aides passent par les programmes européens, que leur utilisation soit contrôlée et qu'elle soit liée d'une manière encore à définir à des réformes structurelles, favorisant le respect des objectifs de l'Union en matière de transition écologique et numérique et de renforcement de la résilience des économies. Ils souhaitent donc bien une forme de conditionnalité dans l'octroi des aides, mais n'ont à aucun moment évoqué une conditionnalité assimilable au programme d'ajustement macroéconomique mis en œuvre au cours de la dernière décennie, ni un contrôle par la fameuse Troïka. Si une nouvelle crise survient dans 10 ans, un tel plan de relance ne pourra être réédité. C'est dans cet esprit donc qu'il souhaite qu'il y ait ce contrôle et cette évaluation à la fois des besoins et des dépenses. Il est donc pour eux impératif de s'assurer que cet argent soit utilisé pour rendre nos économies plus résilientes, afin qu'en cas de nouvelle crise, l'État puisse, comme l'Allemagne aujourd'hui, dégager au niveau national les moyens nécessaires. Un autre terme ambigu est celui de souveraineté, qui renvoie souvent à une perspective nationale. Il serait préférable de parler d'autonomie stratégique de l'Union. Il faudra que les États se mettent d'accord sur ce qui doit faire l'objet d'une souveraineté européenne et ensuite sur qui fait quoi au sein de l'Union. Il est naturel que chaque pays envisage cette souveraineté européenne au service de sa propre souveraineté nationale, mais cela peut conduire à des blocages ultérieurs. Plutôt que de s'affronter sur des concepts tels que la solidarité, la mutualisation ou la conditionnalité, le meilleur moyen d'avancer est d'analyser les besoins, ainsi que les meilleurs moyens d'y répondre et de tenter de répondre aux interrogations de chaque pays en entrant dans le détail des propositions. C'est-à-dire que plus on sera technique
à partir d'aujourd'hui, plus on sera technique et plus on parviendra à un accord. C'est donc curieusement la technique qui peut permettre de répondre aux problèmes politiques en objectivant le débat. Le plan proposé par la Commission est massif et innovant. Il est légitime que chaque pays cherche à bien en mesurer les conséquences et à le rendre le plus efficace possible économiquement. Nous estimons qu'il faut écouter les pays qui souhaitent qu'un accord se dégage en premier lieu sur l'identification des besoins, les critères de répartition de l'aide et la gouvernance de l'instrument de relance avant de fixer le montant global de l'aide et la répartition entre dons et prêts. Les Pays-Bas, par exemple, seraient prêts à accepter un accord, y compris avec une part de subvention, s'il repose sur des bases objectives et rationnelles et met en place une gouvernance permettant de s'assurer de l'efficacité des dépenses. Pour convaincre, il faut mettre en avant la rationalité économique et la nécessité politique de la relance européenne. Le plan de relance aura un effet positif sur les économies de tous les pays européens en raison de l'importance des échanges intra-européens. Il peut permettre de combiner le soutien aux secteurs et régions les plus touchés et l'investissement dans les technologies d'avenir, de renforcer nos atouts dans la compétition internationale et de corriger certaines faiblesses. Le raisonnement qui a amené l'Allemagne à proposer des transferts budgétaires financés par un emprunt commun, à rebours de ses positions traditionnelles, constitue un exemple de pragmatisme, mais c'est bien l'encadrement de ce concept qui leur a permis de l'accepter. Son point de départ avec la solidarité financière entre États européens doit être organisée par les institutions européennes et passer par le budget européen, de même que la solidarité entre lenders passe par l'État fédéral. Il ne serait pas imaginable qu'un État membre puisse se porter garant d'un autre sans aucun droit de regard sur les dépenses réalisées. Partant de ce principe, la chancelière a pris acte du fait que les finances des États européens ne permettaient pas de financer une relance ambitieuse par une augmentation des contributions nationales au budget européen et qu'il fallait donc emprunter. Enfin, prêter aux États aurait augmenté leur endettement, Christophe l'a très bien rappelé, déjà élevé, ce qui ne serait pas soutenable et mettrait en péril la stabilité de la zone euro. C'est pourquoi les transferts budgétaires sont apparus comme la meilleure solution. Avec le plan de relance, il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc à certains États, mais d'investir pour l'avenir. L'accent est mis sur une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie, à travers les conditions fixées dans les programmes de plan de relance, facilité pour la reprise et la résilience dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquels le Parlement européen sera très vigilant. À la rationalité économique s'ajoute la nécessité politique de la réussite du plan de relance. Si l'Union échoue à s'entendre face à une crise aussi grave, les eurosceptiques seront renforcés. Si elle apporte une réponse rapide à la crise, elle enverra un message pro-européen aux populations. Il faudra non seulement que la réponse soit rapide, mais que le plan prouve son efficacité à moyen et long terme et que les réalisations permises par les fonds européens soient clairement identifiées pour les populations et qu'elles puissent être contrôlées et évaluées. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens. Donc je vais laisser la parole à ma collègue pour vous présenter le chemin. Voilà. Donc la problématique étant posée, la problématique de la méthode, je vais vous présenter les propositions qui font d'ailleurs l'objet de discussions en ce moment même, avant le prochain conseil des 17 et 18 juillet. Donc la démarche consistant à demander à la Commission d'évaluer les besoins et de proposer les instruments adéquats a été soutenue par tous. Il y a de Larsen. Elle était donc la mieux armée, et la Commission est la mieux armée pour cela. Et disposant d'une vue d'ensemble, elle peut analyser les enjeux au niveau européen tout en tenant compte de la situation particulière de chaque pays. La question de l'identification des besoins rejoint celle du choix des critères de répartition des aides. Et les critères de répartition devraient permettre à la fois de soutenir les régions et les secteurs les plus touchés économiquement et de privilégier ce qui relance l'économie européenne le plus efficacement, notamment parce que les acteurs privés pourront prendre le relais des investissements publics. Dans les propositions de la Commission, chaque programme budgétaire a des critères de répartition propres en fonction de ses objectifs. Et les interrogations sont nombreuses autour de ceux qui ont été choisis par la Commission. Et pour le plus important, la facilité pour la reprise et la résilience. Donc ça, c'est une des propositions qui en fait, sera certainement la plus discutée.
Donc sa clé de répartition repose en effet sur la population en 2019, l'inverse du PIB par habitant en 2019 et le taux de chômage moyen entre 2015 et 2019. Donc vous voyez qu'elle ne tient donc aucun compte des conséquences de la crise et se rapproche par la prise en compte du PIB par habitant de la logique des fonds structurels. Donc le choix de ces critères retenus, quelle que soit la légitimité intellectuelle, la Commission souligne qu'il mesure la résilience des pays et le résultat final sur les équilibres entre États n'est pas sans conséquence sur la façon dont la cohérence du plan peut être présentée aux populations et donc sur leur adhésion, comme vient de le dire Frédéric. Ainsi, si l'on considère au travers des critères de répartition que les pays qui doivent le plus être aidés ne sont pas ceux qui ont subi la diminution de PIB la plus importante, mais ceux qui présentaient des fragilités structurelles avant la crise, comment rejeter l'idée que cette aide soit soumise à des obligations de réforme destinées à remédier à ces faiblesses? Donc, il est important que les critères de répartition soient cohérents avec le diagnostic des besoins, la gouvernance de l'instrument de relance et le discours tenu sur le plan de relance. En outre, s'il ne remet pas en cause les critères choisis pour la facilité, pour la reprise et la résilience, le service juridique du Conseil estime que, pour respecter les traités, les critères d'allocation du fonds pour une transition juste et les champs d'application de plusieurs autres programmes devraient être liés plus étroitement à la pandémie. Alors nous l'avons dit, le caractère temporaire des fonds est essentiel pour les pays qui devront justifier auprès de leur population qu'ils n'ont pas accepté la création d'une union de transfert. Et dans la proposition de la Commission, les fonds de l'instrument de relance doivent être engagés avant le 31 décembre 2024. Alors c'est encore trop long pour certains pays qui plaident pour une limitation à 2 ans. Je crois que c'est les Allemands, ça. Ils acceptent qu'une situation exceptionnelle nécessite une réponse exceptionnelle, mais insistent aussi sur le fait que les mesures exceptionnelles sont par définition temporaires. Et après, l'économie doit reprendre en fonctionnement normal et les finances publiques doivent être redressées. Donc le calendrier aussi de décaissement des fonds soulève des interrogations de la part de nombreux pays, et comme nous l'avons vu avec nos collègues italiens. Si les engagements doivent être pris avant la fin de 2024, en l'état actuel des prévisions de la Commission, les 3/4 des décaissements pourraient intervenir après 2023. Or, il est important que la relance puisse se concrétiser le plus vite possible pour être efficace, afin de créer la confiance et renforcer l'attachement des citoyens à l'Europe. Pour mobiliser les investissements dès les premiers mois de la relance, la Commission européenne propose de modifier le CFP 2014-2020 et le budget pour 2020 afin d'engager 11,5 milliards d'euros dès 2020. Les pays scandinaves et l'Allemagne en particulier sont opposés à cette proposition. Ils estiment que les outils nationaux et les moyens déjà prévus par l'Union européenne à la suite de l'accord de l'Eurogroupe du 9 avril dernier, qui n'ont pas encore été utilisés, donnent aux États les moyens nécessaires pour soutenir l'économie jusqu'à la mise en place du plan de relance. C'est également ce qui fait dire aux Pays-Bas que s'il faut s'accorder sur le plan de relance rapidement, la date de l'accord ne doit pas prévaloir sur son contenu. À la croisée des négociations liées au volume global de l'aide, aux critères de répartition et à la durée du plan de relance se trouve la question des capacités d'absorption des aides, soulevée par plusieurs pays, dont l'Allemagne. Au-delà d'un certain montant, les aides pourraient ne plus être dépensées, faute de projets à financer. C'est une question qu'il n'est pas illégitime de soulever pour un pays comme l'Italie, compte tenu du montant des aides qu'elle est susceptible de recevoir. Tous les pays n'absorbent toutefois pas le sujet sous le même angle. Certains pensent que si l'enveloppe ne peut pas être absorbée pendant la période utile à la relance, il faut la diminuer. D'autres qu'il faut au contraire allonger la période de la relance pour améliorer la consommation de l'enveloppe.
Donc une des conditions fixées par les pays du Nord pour accepter le plan de relance est que l'Union puisse s'assurer que l'argent est bien utilisé. Et personnellement, c'est ce que nous pensons aussi. Pour nous, il s'agit d'une exigence que nous devons également aux Français et une condition indispensable à l'adhésion des populations à toute l'Europe sur le long terme. Il était primordial pour ces pays que les dépenses passent par les programmes du budget européen. Pourquoi ? Parce que cela garantit l'implication de la Commission et du Parlement européen et le recours aux procédures d'évaluation existantes. La compétence d'organes de contrôle européens tels que le Parquet européen, l'Office européen de la lutte antifraude et la Cour des comptes européenne apportent des garanties sur le suivi de la bonne utilisation des fonds du plan de relance. Donc le lien qui sera fait entre les aides reçues dans le cadre du plan de relance et les réformes conduites pour renforcer les économies sera crucial pour l'acceptation du plan de relance par les, entre guillemets, les 4 et qui ont été cités précédemment et qui étaient au départ un peu réticents, un peu frileux, et pour son efficacité à long terme à ce plan de relance. Il s'agit de trouver un juste équilibre qui permette de s'assurer que le soutien européen serve réellement à renforcer les économies tout en préservant l'autonomie des États et en évitant de réitérer les erreurs commises lors de la sortie de la crise financière lorsque l'austérité budgétaire avait ralenti la reprise. Tous les pays sont conscients du fait que les différences entre la crise actuelle et la crise financière de la décennie précédente impliquent que les conditions devant accompagner le soutien à la relance ne peuvent être les mêmes que celles des programmes d'ajustement des années 2010. Beaucoup souhaitent toutefois conserver des incitations à la modernisation, à des politiques économiques responsables. Par exemple, pour les Pays-Bas, la solidarité doit aller de pair avec la responsabilité. Et c'est une chose qu'on a évoquée aussi avec Amélie de Montchalin lors de la dernière audition. Donc un lien fort doit être établi entre les réformes découlant des recommandations spécifiques par pays faites dans le cadre du semestre européen et le bénéfice du fonds de relance. C'est-à-dire que l'amélioration de la compétitivité et de la productivité doit permettre à tous les États membres de ressortir de la crise plus forts. Les jeunes générations sont déjà les premières victimes de la crise et nous n'avons pas le droit de leur léguer une dette insoutenable. Sur le principe, la démarche doit pouvoir requérir un large accord. Et le président Conte a par exemple déclaré « Ce ne sera pas un trésor à l'usage... » Pardon. Oui, le Premier ministre, pardon. Oui, j'avais un doute en disant cela. Ce ne sera pas, il a donc, je le cite, ce ne sera pas un trésor à l'usage des gouvernements de passage, mais de l'argent pour moderniser le pays et corriger tout ce qui ne va pas depuis trop longtemps. L'Italie a le souci de préparer son plan national le plus rapidement possible afin de rassurer ses partenaires sur sa volonté de réforme et de le faire partager à l'ensemble de la société. Elle a ainsi organisé des états généraux de l'économie qui ont permis pendant une semaine de soumettre les propositions élaborées par un comité d'experts désigné dès le 10 avril à des représentants de l'ensemble de la société italienne. Donc toute la difficulté pour trouver un accord consistera à trouver le bon équilibre pour que le fonds de relance incite aux réformes et que son usage soit contrôlé sans qu'un pays ait le sentiment d'être mis sous tutelle. Concrètement, la proposition de la Commission sur la facilité pour la reprise et la résilience prévoit que, pour bénéficier d'un soutien, les États présentent un plan pour la reprise et la résilience comprenant un train de mesures cohérent de réformes et de projets d'investissement public destinés à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays adressées à l'État membre concerné. Donc ce plan doit exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi qu'un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales, respectivement de 4 ans et de 7 ans. Les contributions de l'Union européenne seraient versées par tranches
une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qu'il a lui-même fixées en accord avec la Commission. Et le paiement pourrait être suspendu, voire annulé, si ces valeurs ne sont pas atteintes. Donc la proposition de la Commission laisse beaucoup de marge d'interprétation sur les réformes attendues et la fixation des cibles à atteindre. Cela sera un point important des négociations. L'élaboration de ces plans pour la reprise et la résilience, ainsi que le déblocage des fonds, donnera lieu à un dialogue fourni entre la Commission et les États membres concernés. Et d'ailleurs, c'est ce que tous nous ont dit, qu'il y avait véritablement un dialogue, en groupe, mais également en bilatéral entre les États membres. Il faut souligner que l'ensemble des États membres sera impliqué dans ces décisions via un comité composé de représentants des États membres qui devra valider à la majorité qualifiée les décisions de la Commission sur l'adoption des plans pour la reprise et la résilience, le versement du soutien financier lorsque les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont atteintes, ou sa suspension. Les Pays-Bas, favorables d'une manière générale à une gouvernance spécifique à l'instrument de la relance, souhaiteraient que ces décisions soient prises à l'unanimité. Concernant les modalités de remboursement des emprunts souscrits par l'Union, la Commission apporte peu de précisions. L'Allemagne et plusieurs autres pays souhaitent que les règles de remboursement soient précisées dès à présent et que le remboursement du capital commence avant la fin du CFP 2021-2027. Car ils estiment qu'il ne serait pas correct de renvoyer cette responsabilité à la négociation du CFP suivant. Si elle souligne la nécessité d'étaler les coûts de la crise sur une période longue, l'Italie, quant à elle, se montre ouverte à une trajectoire plus rapide que celle qui a été proposée par la Commission. Donc, en conclusion, au terme de nos auditions, nous sommes convaincus, ma collègue et moi, de la volonté de chaque pays d'aboutir à un accord qui bénéficierait à tous les Européens et permettrait à chaque gouvernement de le présenter à sa population en montrant que ses intérêts ont bien été pris en compte. Et l'Union a été fortement critiquée au début de la crise. Il faut souligner qu'elle a pris depuis des initiatives fortes et rapides dont ce plan de relance constituerait l'aboutissement. On vous remercie. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Merci d'avoir souligné aussi que quand on parle de l'Union européenne ou quand on évoque le niveau européen, il faut toujours garder en tête les différences entre les États membres, les différences d'approche, parce que sinon on va dans l'impasse et on n'arrivera pas à trouver une solution. Donc il me paraît important, comme d'ailleurs dans la vie politique en général, d'être plus dans la complémentarité que d'être dans le clivage. Voilà ce qu'on pourrait à la limite nous souhaiter à tous. À ma question de tout à l'heure, effectivement les deux communications se complètent et se rejoignent. J'ai une question sur, je me pose la question sur la notion bien utiliser les fonds. Parce que ça, c'est très vague, quelque part. Qu'est-ce qu'on attend par bien utiliser? Comment on les contrôle? Très récemment, par exemple, la Cour des comptes européenne a mis un peu en cause la gestion, les fonds de la PAC par rapport à la biodiversité, en dénonçant, en disant que la Commission européenne, comme ils ont dit, elle a fait un constat, oui, biodiversité des terres agricoles, la contribution de la PAC n'a pas permis d'enrayer le déclin. Et donc la Cour estime que le suivi par la Commission européenne des dépenses de la PAC affectées à la biodiversité, par exemple, n'est pas fiable. Donc là, on peut dire, à la limite, les fonds n'ont pas été bien utilisés. Mais est-ce qu'on est entre les 27 États membres? Est-ce qu'on a une idée sur qu'est-ce qu'on entend les uns ou les autres par bien utilisé? On le voit bien, on l'a vu avec nos collègues du Bundestag aussi. Ils aimeraient bien utiliser les fonds pour autre chose que, par exemple, la PAC. Ou en tout cas, ils souhaiteraient que la PAC a plus d'efficacité. Donc, voilà. Mais je laisse la parole aux collègues. D'abord, André Chassaigne. Bien, je vous remercie. Oui, vous pouvez répondre. Je vais peut-être... sans doute ne pas vous étonner en tenant un discours, mais ça c'est notre fonctionnement démocratique, diamétralement opposé à ce que vous portez. Non pas
c'est pas vous que je m'en cause en tant que tel, bien évidemment, mais c'est le système dans lequel on est. Je le dis, à écouter votre exposé, l'état des lieux que vous faites, je suis effaré. Je suis persuadé que la direction qui est prise aujourd'hui, on va vers une catastrophe. On dit que l'Union européenne est au fond du gouffre. Si on ne change pas d'orientation, je pense qu'on va à la catastrophe. Dans quelques années, peut-être que certains pourront lire ce que je dis aujourd'hui, mais j'en suis convaincu. Parce qu'effectivement, dans les arguments qui sont avancés, que je comprends, qui sont une réalité, on dit il faut respecter les partenaires. On dit les négociations sont difficiles. On dit il y a des contraintes politiques dans différents pays. On dit il y a des différences d'approche. Mais ce qu'on ne dit pas, et c'est le socle, et ça je sais que vous ne partagerez pas mon point de vue là-dessus, enfin, je m'exprime tel que je le pense, c'est que cette Union européenne, elle est bâtie sur une économie extrêmement libérale, super libérale. Elle est dans les faits, même si c'est du non-dit, sous l'emprise des marchés financiers. C'est une réalité, sous l'emprise des multinationales, sous l'emprise, excusez-moi d'utiliser ce mot qui paraît vieillot, des intérêts égoïstes à court terme de quelques-uns. Et on voit bien que toutes les réponses qui sont apportées sont formatées par rapport à ça. Donc le discours que moi je peux tenir, il peut paraître décalé parce que je me place dans une autre perspective, mais j'ai quand même apporté quelques arguments. Sur les recettes, par exemple, tel que ça a été présenté tout à l'heure, alors je n'ai pas écouté tout le détail, bien entendu, qui a été développé. Christophe, notamment, vous avez dit il y a différentes recettes qui ont été avancées, qui ont été refusées. Certes, chaque fois que des recettes peuvent aggraver la pression fiscale des entreprises, par principe, idéologiquement, on refuse tout ça, on rejette tout ça. Or, on oublie de dire qu'à côté de ça, c'est possible. Je pense notamment aux PME où je tiens un discours différent. Mais moi, je regarde tous les ans les dividendes qui sont versés. Et quand je vois que les seules entreprises du CAC 40, par exemple en France, elles ont versé sur l'année 2019 près de 50 milliards de dividendes qui ont augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Et parallèlement à ça, ces entreprises, elles ont baissé leurs investissements dans les entreprises. Donc on alimente le flux financier. Et donc, bien évidemment, ça coupe toute recette possible. Et on va s'orienter vers le marché financier. Je reviendrai sur la dette après, sur une dette qu'il faudrait rembourser en allant sur les marchés financiers. C'est le premier point. Sur les dépenses. Moi, les propositions que je vais faire sur les dépenses, en vous écoutant, c'est complètement à l'opposé. Peut-être pas la première. Je pense que dans le cadre notamment du cadre financier pluriannuel, les programmes doivent être dotés pour traiter les questions écologiques et sociales. On parle beaucoup de questions écologiques. On parle un peu moins quand même des questions sociales. Et je pense qu'on a tendance aujourd'hui à parler de ce qui est un besoin immédiat pour la relance, en oubliant qu'on n'évoluera pas au niveau de la transition écologique si on ne prend pas à bras-le-corps les questions sociales. Je pourrais développer longtemps, mais je ne vais pas trop développer là-dessus. Et je pense notamment aux questions de formation et tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu une solution intéressante avec la Banque européenne d'investissement pour que les prêts de la BEI se fassent sur la base de critères socio-écologiques. Je pense que ça va dans le bon sens. Encore faudra-t-il bien surveiller ça réellement si ça se fait comme c'est orienté. Le deuxième aspect. Alors là, le deuxième impératif que je vois comme étant pour moi fondamental, il est à l'opposé de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'absolue nécessité de renoncer à toute forme de politique austéritaire. Et bien au contraire, dans les propos qui sont tenus, c'est clair et net. C'est clair et net. Il y aura des conditions qui seront posées aux différents États, avec un contrôle, ça a été dit, enfin j'ai pris quelques notes là, ça a été dit par différentes interventions, notamment l'obligation de réformes pour remédier aux faiblesses. Qu'est-ce que ça veut dire les réformes pour remédier aux faiblesses? On les connaît. Ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux services publics. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause les dépenses publiques qui sont nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, aux besoins des peuples. Et on s'oriente vers ça, c'est-à-dire vers une conditionnalité qui est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire et qui va aggraver la pauvreté, qui va aggraver la misère dans beaucoup de pays. Parce qu'on est dans ce système-là où les intérêts égoïstes, les intérêts particuliers l'emportent sur les intérêts du plus grand nombre. Dans ce que vous avez dit, mais ce n'est pas vous qui le dites, c'est l'Europe, je comprends bien, c'est exactement ce qui nous a conduit aujourd'hui à les pires des difficultés dans beaucoup de pays.
Certes, il y a l'Union européenne. Si on va voir encore ailleurs dans le monde, c'est encore pire. C'est encore pire, où on apporte de l'argent pour le développement et on le conditionne tellement, cet argent que l'on apporte, on le conditionne tellement qu'en définitive, on aggrave la misère. C'est le deuxième aspect. Je pense que c'est une erreur de dire que ça doit s'accompagner de politiques austéritaires. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit à travers les mots. Il va falloir contrôler. Si, il va falloir contrôler. Il y aura des conditions qui seront données pour pouvoir accorder les prêts. Troisièmement, c'est... quelle sera l'attitude? Je l'ai déjà posé lors d'une réunion précédente, mais j'y reviens parce que j'ai peu de réponse là-dessus, mais ce n'est pas nous qui allons apporter les réponses. Quelle sera l'attitude de la Commission devant des pays qui, par exemple, voudront emprunter pour recruter des personnels de santé, pour développer des services publics sur leur territoire, afin de mieux répondre aux maux terribles causés par la crise et dans la durée aussi? Et d'ailleurs, nos partenaires, nos amis italiens et espagnols ont fait valoir ce point-là. Mais manque de peau, effectivement, avec toutes d'autres qui sont complètement opposés à ce genre de choses. Inutile de dire, avec les contraintes qui vont être imposées, je ne vois pas comment on pourrait aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça, quand on parle, on dit, il faut la technique derrière. Je ne sais pas laquelle de vous deux a dit ça. Il faut la technique. Il faut des bases objectives et rationnelles. On les connaît, les techniques, les bases objectives et rationnelles. Paf, on serre les verrous. Enfin, vous me ferez peut-être la démonstration du contraire, mais jusqu'à maintenant, toute l'histoire récente est allée dans cette direction-là. Donc je voulais d'abord souligner ça, et je voulais revenir ensuite, dans une deuxième partie de mon intervention, sur la question de la dette. J'ai parlé souvent, ici, de la question de la dette, et je vois bien, même il y a des petits sourires en coin, en disant, ça veut dire quoi, la question de la dette? En disant, parce que idéologiquement, on considère qu'une dette publique, ça a été dit plusieurs fois, notamment par Bruno Le Maire qu'on avait interrogé là-dessus, une dette publique doit être remboursée. On pose ça comme postulat. Or, aujourd'hui, de multiples économistes disent qu'on utilise cet argument idéologique en disant que la dette sera forcément remboursée pour justement mettre en œuvre des politiques, je les expliquais tout à l'heure, qui vont être des politiques d'austérité. En disant la dette, ça se rembourse. Chacun sait qu'au final, la dette qu'elle va être engagée ne sera pas remboursée dans sa totalité. Mais ça ne peut pas être dit. Ça ne peut pas être dit. Parce que si on le dit, on remet en cause les politiques qui doivent être mises en œuvre. D'ailleurs, y compris Mario Draghi récemment a abordé cette question. Ancien président de la BCE, il a fait valoir qu'une thèse qu'on ne pouvait pas exclure, c'était celle d'un non-remboursement d'une partie de la dette. Alors laquelle? Pour moi, c'est d'abord, sans aucun doute, la dette existante. Je me place dans la dette existante. Il faut savoir qu'en 2015, la BCE a racheté 2320 milliards d'euros de dette de l'ensemble de l'Union européenne. Ça fait 457 milliards d'euros pour la France à la fin mai 2020. Si on pouvait disposer, si la BCE, je dis bien la BCE, je ne parle pas des banques privées, si la BCE pouvait aller vers l'annulation de la dette, ça donnerait à la France la possibilité d'injecter 17% du PIB pré-pandémie pour répondre à des besoins qui sont des besoins économiques, sociaux, écologiques, la santé par exemple, et tout ça. C'est une réalité. Et quand je dis annulation de la dette, pour bien préciser les choses, je ne dis pas qu'il faut annuler les titres de dette publique détenus par les banques, les assurances ou les fonds de pension, parce qu'on sait bien qu'au final, ça déstabiliserait le système financier et que ça appauvrirait les épargnants. Mais il faut qu'on ait un regard différent sur les dettes qui sont détenues actuellement par la BCE. Je pense que c'est indispensable si on peut s'en sortir. Pour terminer, parce que je vois bien que je suis un peu trop long, mais je voulais vraiment développer ça. Je pense, je le dis comme j'ai dit au début, s'il n'y a pas des mesures qui sont des mesures pour réinjecter de l'argent, notamment par l'annulation de la dette, des dettes publiques détenues par la BCE, j'insiste là-dessus, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et si les prêts qui sont accordés sont des prêts qui sont conditionnés, comme j'ai cru comprendre qu'ils allaient l'être, je suis persuadé, on aura les pires difficultés à sortir de la crise, on ira vers la catastrophe. Et au final, l'Union européenne, auquel on est attaché, y compris moi, j'ai pu être, il y a quelques années, pas très pro-européen. Aujourd'hui, je le suis. Et si je tiens ces propos, parce que je pense que c'est indispensable si on veut sauver l'Union européenne, je crois qu'il faut qu'on change l'orientation de notre machine. Merci, chers collègues. Effectivement, ça rejoint ma question sur l'argent bien utilisé. Donc, est-ce que vous voulez répondre tout de suite? Puisqu'il y avait beaucoup de questions en une.
tu as... Ou est-ce que... Oui, Alexandre. Alors, je vais essayer d'être bref parce que malheureusement, je dois vous quitter à 18h et j'aimerais avoir les réponses à mes questions. Et puis, du coup, je vais évidemment donner un différent son de cloche de notre cher collègue. Je pense que vous y attendez. Mais avant, j'aimerais poser... Avant, j'ai une ou deux questions très pratiques et très concrètes sur le travail remarquable qui a été fait par les trois co-rapporteurs, enfin les deux couples de co-rapporteurs différents. La première, c'était dans le travail de Christophe Géretti. Il y a eu, et c'est une question très précise, hein, mais il y a eu une mention à un moment de la contribution française qui passerait de 7 à 10 milliards, et j'aimerais bien savoir à quoi ce chiffre fait référence, puisque si je me souviens bien, le PSR de l'année dernière était de 21 milliards, du coup les 7 à 10 milliards, est-ce que c'est un chiffre net ou est-ce que c'est... D'accord, c'est un chiffre net. Deux questions qui sont plus larges, c'est une des choses sur lesquelles je pense que cette commission s'était déjà prononcée, c'était sur la nécessité d'avoir de la flexibilité dans le CFP. Parce que l'idée de voter un budget sur 7 ans, comme on a vu avec la crise du coronavirus, il peut se passer beaucoup de choses en 7 ans et du coup il faut instaurer de la flexibilité. Alors c'est un inconvénient, il faut voter un budget tous les années comme on fait en France, mais c'est comme ça qu'on arrive à adapter l'État aux circonstances qui changent. Donc il y avait plusieurs options qui avaient été mises, notamment une revue à mi-chemin. Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité. Là, je rejoins une question avec un avis très différent de notre cher collègue sur la conditionnalité. Alors moi, je ne partage pas du tout votre point de vue sur la conditionnalité et je vais ça va rejoindre une question que j'ai pour les co-rapporteurs. Moi, je crois que cette commission, mais que l'Assemblée nationale, dans son ensemble, a déjà entériné l'idée que les fonds de soutien européens, existants comme futurs, devraient être conditionnés. Il devrait être conditionné, par exemple, au respect de l'état de droit. C'est de la conditionnalité. C'est de la conditionnalité. Moi, je trouve qu'il devrait avoir des domaines de conditionnalité au financement de la transition écologique, par exemple. Et là, j'ai une question très pratique, très concrète pour les rapporteurs. C'est est-ce qu'il est envisagé, dans l'émission de dette européenne, qu'on émette des OAT vertes? Parce que des OAT vertes, telles que la France les émet, conditionne l'utilisation de ces fonds à des utilisations qui sont respectueuses de la transition écologique. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait peut-être faire l'intégralité de l'émission de dette en OAT verte. Ça me semblerait un peu disproportionné et puis un peu excessif, vu que c'est quand même un exercice qui est nouveau. Mais on pourrait au moins dire qu'une partie de cette dette doit être de l'OAT verte pour s'assurer qu'il y a un conditionnement qui soit lieu. Donc, il faut qu'on conditionne les choses. Et moi, je comprends parfaitement que des États qui ont des valeurs, qui ont des avis assez tranchés sur certaines choses, disent « je ne peux pas mettre mes ressources en commun avec les autres si je n'ai pas certaines certitudes sur l'utilisation de ce que les autres vont faire de cette dette ». Et je crois que vous seriez le premier, mon cher collègue, à le faire. Si un État européen décidait de financer, par exemple, je prends un exemple, hein, mais une immense expansion dans l'armement, vous vous y opposez. C'est de la conditionnalité. On a le droit, puisqu'on met tous en commun nos ressources, de dire nos ressources sont mises au commun à certaines conditions, tant qu'elles sont acceptables pour chacun d'entre nous. Et c'est au final la condition, c'est la condition même de la réussite du programme. Et je ne partage pas votre avis général sur la question, parce que moi, si on m'avait dit, il y a 1 an et demi, moi j'ai fait un rapport sur la zone euro il y a 2 ans. J'ai défendu l'idée d'une partie de dette mutualisée. À l'époque, personne n'envisageait ça comme une possibilité. Personne. Si on nous avait dit aujourd'hui qu'on serait en train de discuter d'un texte que la Commission a proposé avec 500 milliards de dettes communes pour relancer l'intégralité de l'économie européenne, vous auriez applaudi. Moi, j'aurais dit c'est probablement irréaliste. Et beaucoup de nos collègues également. On ne peut pas être les éternels insatisfaits de tout accord européen. C'est ça qui tue l'Europe. Ce qui tue l'Europe, c'est qu'à chaque fois qu'on obtient quelque chose à Bruxelles, les responsables politiques nationaux tapent dessus à bras raccourcis, aussi bien et aussi positif que ce soit pour notre projet commun. Et ça, nos concitoyens, ils l'entendent. Le défaut de responsabilité, les sujets que vous évoquez, l'austérité, même si je ne mettrai pas la France dans le même champ, mais que certains pays européens, je pense à la Grèce, ont connu, et de façon désastreuse, j'en conviens, les sujets d'austérité sont des décisions nationales, ne sont pas des décisions européennes. L'Europe a des compétences très limitées, des compétences budgétaires très limitées. L'imposition des sociétés à laquelle vous faites référence, libre à nous d'imposer plus ou moins les sociétés. En l'occurrence, je ne partage pas votre avis sur imposer plus les sociétés, mais même
nous imposons beaucoup plus nos sociétés que nos voisins néerlandais, etc. Il y a une responsabilité de politique nationale d'assumer les responsabilités qu'ils ont, qui sont les responsabilités majeures. Responsabilité en termes de santé, responsabilité en termes de fiscalité, et ainsi de suite. Non, et ainsi de suite. Non, alors déjà, la majorité ici a pris toutes les mesures possibles pour le faire, mais en plus, c'est de la coopération internationale. Nous battons à l'OCDE pour le faire, nous battons aux Nations Unies pour le faire, nous battons à l'Union européenne pour le faire, mais nous ne décidons pas tout seuls. Et nationalement, nous avons certaines responsabilités. Une de ces responsabilités, c'est quand il existe et quand il y a des vrais progrès à niveau européen, des vrais progrès pour plus de solidarité, c'est de les défendre sur le territoire français. C'est d'expliquer à nos concitoyens que c'est inédit. Inédit. Jamais des États membres, jamais des États indépendants ne se sont unis dans un exercice pareil. Jamais dans l'histoire de l'humanité, volontairement. Donc, chers collègues, on va laisser les rapporteurs répondre aussi. Après mais c'est quand même très bien. Les questions européennes là, passionnent dans cette commission. Et ça, ce dialogue-là, il est quand même bien. Voilà. Donc, qui entre vous veut répondre? Bien, je vais commencer quand même. Non, mais je viens commencer parce que je suis quand même surprise d'une chose. Je ne vous le cache pas, je vous le dis à tous les deux. C'est que vous n'avez pas du tout écouté. Non, sincèrement, je le dis très sincèrement. Non, je le dis très sincèrement. Je le dis très sincèrement parce que... non, je le dis très sincèrement puisqu'on a passé notre temps à expliquer que tout le monde ne mettait pas la même chose derrière le mot conditionnalité, derrière certains mots, notamment derrière le mot conditionnalité. Donc on a passé notre temps à dire ce ne sont pas les critères effectivement, qui avaient été utilisés pour la Grèce, la Troïka, etc. Ce ne sont pas ces critères-là. On vous l'a dit. On a dit que... oui, mais... non, mais on parle de notre rapport. Donc, nous, on a fait une intervention, on a dit qu'on n'est pas en train de parler de la Commission, là, on est en train de vous dire que les pays... que la France, la première d'ailleurs, a souvent accusé, et même la France, j'allais dire même la majorité, de feignants frugaux, radins, etc., parce que soi-disant, ils mettaient de la conditionnalité. Cette conditionnalité, ceux qui nous disent, n'a rien à voir, et on l'a dit, c'est pour ça que, bon, voilà, on l'a redit, n'a rien à voir avec les critères, effectivement, qui ont été imposés à la Grèce. Conditionnalité, il l'exprime de la même manière que Alexandre l'a exprimé, donc on l'a essayé de le dire, mais a priori ça n'a pas été retenu, qui était effectivement, c'est de mettre des conditions, mais des conditions, ça ne veut pas dire la conditionnalité du mécanisme européen de stabilité. Donc c'est ça, dans notre rapport, qu'on a essayé de dire, qu'il y aurait d'autres... Non. On a dit que les conditions, là il y a deux choses, il y a le plan de relance, d'abord il y a le plan d'urgence, il y a le plan de relance. Mais non, pas du tout. Non, on l'a pas du tout dit. Donc il y a le plan d'urgence, il y a le plan de relance, et il y a un lien avec effectivement le semestre et les recommandations. Ce qu'on dit, c'est que sur le plan, alors d'abord le plan d'urgence, il est là pour répondre justement. Et personne ne l'a utilisé, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Il y a 540 milliards, personne ne l'a utilisé, tout le monde est là en train d'attendre le plan de relance, alors que le plan d'urgence qui permettait de répondre à l'urgence sanitaire, au plan d'urgence, il n'a pas été utilisé. Ensuite, il y a le plan de relance européen. Le plan de relance européen, c'est un plan de relance. Donc, c'est pour relancer l'activité dans les secteurs d'avenir. Et là, il n'y a pas de conditionnalité autre que les pays qui veulent savoir, effectivement, où l'argent va. Et c'est pour ça que ce sont à travers les programmes européens, parce que au départ, l'Italie, par exemple, c'était merci de nous donner l'argent, on fait ce qu'on veut et vous n'avez pas à regarder. Et comme l'a très bien dit effectivement Alexandre, ce qu'on a essayé de dire nous aussi, c'était de dire, bah non, un pays qui va se retrouver éventuellement garant à la fin, parce que c'est quand même les pays qui sont riches qui peuvent se retrouver à payer, ils veulent quand même aller voir ce que font les autres avec leur argent, et c'est normal, puisque personne n'accepterait de prêter de l'argent en étant garant, si, effectivement, il n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe. Aller voir ce qui se passe, c'est pas la Troïka, c'est pas machin, c'est juste aller regarder et être sûr. Non, mais c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on veut savoir où ça va, on veut pouvoir dire à nos citoyens que si, dans X temps, ils seront amenés, effectivement, à payer l'addition, au moins l'argent soit allé au bon endroit, parce qu'on ne pourra pas en remettre comme ça éternellement. C'est pour ça qu'on s'était dit, il faut absolument qu'on fasse un effort de dire que derrière les mots, en fait... André, c'est vraiment derrière les mots, si on ne se paie pas d'accord, et c'est pour ça que le mot technique que j'ai utilisé, ce n'était pas la technique d'austérité, c'est que si on ne se met pas d'accord derrière les mots et derrière ce que veulent dire chaque personne techniquement,
effectivement, on va continuer à s'opposer politiquement de la manière dont, d'une certaine manière, tu l'as fait, parce que l'Europe aujourd'hui... Non, mais attends, je finis juste sur ça, de dire que quand même, je trouve que toute l'idée de notre rapport, en tout cas sur la méthode, c'était quand même de dire, justement, faites attention, ne revenez pas tous avec chacun votre, entre guillemets, idéologie, je ne le dis pas dans la manière, voilà, parce que, justement, il faut écouter chacun pour pouvoir arriver à se dire que, finalement, on peut quand même trouver un... Et juste, parce que je vais laisser évidemment la parole aux autres, mais ce que je voulais dire, bien utilisé pour l'instant, on ne s'est pas encore mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un outil de gouvernance. Donc, ce que les Pays-Bas, par exemple, demandent, et les Allemands aussi, c'est qu'il y ait un outil de gouvernance. Après, évidemment, il faudra savoir lequel, comment, etc. Il faut déjà se mettre d'accord sur le principe qu'il y ait un outil de gouvernance. Et puis, la dernière chose que je voulais dire quand même, André, c'est que les Pays-Bas qui font, par exemple, c'est un exemple important, qui sont par exemple un pays effectivement qui fait partie un peu moins que l'Autriche, mais des pays qui essayent d'avoir des garanties sur l'évaluation des besoins, là où va l'argent et comment il va être dépensé en dehors des critères d'austérité. C'est pas un pays où on vit mal. Donc on pourrait se dire quand même qu'on peut aussi écouter des pays qui sont plutôt en avance sur des sujets de société. Non, mais ça, c'est autre chose, et ça sera dans le rapport de demain. Donc, on va parler sur l'espace fiscal européen. Non, je dis juste que c'est un pays où, sur le plan de la santé, sur le plan de la société, sur le plan de l'avancée... Donc, ce ne sont pas des pays conservateurs, réfractaires. Ce sont des pays où on aimerait bien... Les pays du Nord, la plupart du temps, on les admire plutôt pour ce qu'ils font. Ils sont quand même assez bons gestionnaires. L'Allemagne, son système de santé, on sait très bien qu'il y a le même argent qu'en France. A priori, il est mieux utilisé. Et donc quand on parle de réforme, c'est pas la réforme au sens austérité, c'est à un moment donné, on doit tous à nos citoyens que l'argent que l'on met soit effectivement efficace. Et un pays comme l'Allemagne qui a un déficit largement inférieur au nôtre et un système de santé correct, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui savent un peu mieux faire que nous. Donc nous on dit que ça serait pas mal qu'il y ait quand même des gens un peu plus pragmatiques qui donnent aussi leur avis, plutôt que nous, les pays, j'allais dire, on peut se mettre dans le lot, les pays un peu plus, un peu moins, voilà, un peu plus, voilà, on a peut-être à recevoir quand même des leçons des autres. Bon, je laisse. Donc, je vais compléter ce que dit Frédéric. Déjà, tout à l'heure, vous avez cru entendre qu'il y avait une conditionnalité liée aux ajustements macroéconomiques. En réalité, c'est pas ce que ma collègue a dit. Je vais repréciser ce qu'on a dit. Et ça répond en même temps à la présidente. Les aides, on veut qu'ils passent... Enfin, et ça, c'est les pays du Nord le disent, mais nous, personnellement, je le pense aussi. Il faut que ça passe par les programmes européens et que leur utilisation soit contrôlée et qu'elle soit liée d'une manière encore à définir. C'est pas encore... comment dire, inscrit et formellement, c'est en discussion, à des réformes structurelles qui favorisent le respect des objectifs de l'Union en matière de transition écologique et numérique et de renforcement de la résilience des économies. Et donc, ils souhaitent une forme de conditionnalité, certes, dans l'octroi des aides, mais ils n'ont, et ça c'est ma collègue qui l'a dit, et je le répète, ils n'ont à aucun moment évoqué une conditionnalité assimilable au programme d'ajustement macroéconomique mis en œuvre au cours de la dernière décennie, ni un contrôle par la Troïka. C'est ça que nous avons dit. Voilà. Donc, pour revenir à l'efficacité des fonds, l'utilisation des fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est traiter les effets de la crise sanitaire. Et ce que l'on veut faire, enfin ce que l'Union européenne veut faire, c'est allouer ces fonds dans des secteurs d'avenir. Donc l'écologie, le numérique, la santé et la recherche, enfin des secteurs stratégiques qui s'inscrivent dans les politiques européennes. Et c'est pour ça qu'on les lie au semestre européen. Et c'est pour ça aussi que les conditions qui, a priori, se profilent sont celles qui sont liées aux recommandations que l'Union européenne, enfin que la Commission européenne fait à chaque pays pour améliorer
son système social, son économie, en fait, pour faire en sorte qu'elle ait une croissance saine et durable. Donc, c'est absolument dans un esprit vertueux. C'est pas du tout dans un esprit d'austérité, c'est dans un esprit d'efficacité, c'est-à-dire qu'on veut on veut pas supprimer les services publics, on veut les rendre plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans différents pays, on a des montants qui sont dépensés à la même hauteur dans certains secteurs, et l'exemple de la santé là, en est un avec l'Allemagne, même niveau de dépenses, mais pas la même efficacité. Et en plus, c'est les États qui écrivent leurs plans. C'est eux qui fixent leurs objectifs. Et donc, une utilisation efficace des fonds, c'est quand ils feront un reporting, enfin, on va dire un reportage. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est Frédéric qui nous a appris ça. Voilà, j'utilise le terme en français. En fait, un compte-rendu de la façon dont les fonds sont utilisés pour voir si les objectifs que les États se sont fixés eux-mêmes sur la base des recommandations faites par la Commission sont tenus. C'est ça que ça veut dire. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est un plan ultralibéral, etc. Pour moi, c'est un plan de relance keynésien. Je suis désolée, on n'a jamais mis autant d'argent sur la table pour relancer l'économie des États européens. C'est un plan Marshall européen. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas comment dire, ça ne repose pas sur une philosophie libérale. Au contraire, c'est une philosophie interventionniste. Parce que là, c'est bien les fonds publics qui viennent inciter, comment dire. Pas non plus quand même. Oui, mais au départ, quand même. Parce qu'il y a une part qui va dans le budget européen. Mais moi, je pense que ici, c'est plutôt une incitation à ce que les États se transforment et se réforment de manière à être plus résilients et de sorte que l'on prépare l'avenir pour les générations futures. C'est ça l'idée de ce plan. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une volonté de mettre davantage d'austérité et de mettre comment dire, en difficulté les pays sur le plan des services publics et sur le plan social. C'est pas du tout ça l'esprit. Alors la parole est à l'autre rapporteur quand même, Christophe. L'autre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, je vais quand même revenir aux questions, notamment les premières. Chère Présidente, le délai qui a quand même été évoqué, et on l'a très clairement dit, ce délai-là, s'il n'est pas respecté, c'est catastrophique pour la suite. Si je remploie un mot d'André, le mot catastrophique peut arriver si on n'arrive pas à justement mettre en œuvre à la fois le CFP modernisé et encore plus le plan de relance. Donc premier sujet, très clairement, et dans les auditions qu'on a eues, l'objectif est d'aboutir fin juillet. Dans le cas contraire, il sera très difficile d'avoir les accords des 27 aussi, parce que nous avons un planning assez serré d'ici décembre. Voilà, puisqu'il faut quand même que nous ayons tout le monde sur la même logique d'appréciation, et donc la décision des parlements nationaux pour les ressources propres. C'est le premier point. Donc je pense qu'en matière de délai, l'urgence a été bien établie, et on peut considérer, et nous l'espérons, que d'ici septembre, les choses seront traitées. Au-delà du deuxième point, ça c'est pour la dépense et pour le fonctionnement, des recettes. Et des recettes, ou ressources, parce que les recettes c'est en français, les ressources c'est en Union européenne. Moi je pense que là ça sera compliqué d'aboutir. Et je rejoins quand même, on ne va pas refaire le débat que vous avez fait, sur l'histoire des ressources et du paiement de la dette. Et je suis intervenu sur la dette lors de la proposition la dernière fois. Et j'ai un accord certain avec André Chassaigne, c'est qu'il faut trouver d'autres ressources. Et on ne peut pas, pour moi, uniquement être dans la logique de l'emprunt. Et c'est un élément qu'on avait déjà évoqué lors du CFP, qu'on a évoqué. Alors il y a des solutions, André en propose une, il y en a probablement d'autres. J'ai évoqué quelques éléments, les impôts sur les sociétés, enfin d'autres sujets. Et je pense que l'Union européenne ne peut pas se passer d'avoir une nouvelle ressource impactante. Et je dis impactante. Je fais partie de ces gens-là, j'ai entendu la taxe plastique, mais qui représente peu et qui va peu évoluer dans le temps. Et qui est censée faire une petite opération ponctuelle. Je crois qu'il faut, à mon avis, nous, parlementaires nationaux et européens, travailler sur ce sujet-là. C'est le seul moyen, je pense très sincèrement, de sauver la catastrophe peut-être financière un jour de l'Europe. Je ne le souhaite pas, André, et je pense que tu ne le souhaites pas non plus. Mais sur ce point-là, je rejoins André que nous pouvons que
penser à trouver d'autres solutions en matière de ressources propres et non pas rester sur ce que nous avons aujourd'hui. Certes, c'est difficile, mais il faut que l'Union européenne se réveille là-dessus. Et nous, avec, on aura sûrement des désaccords, mais il faut le faire. Sur un sujet conditionnalité, moi, je dirais juste un truc, c'est la définition des conditions. Le mot définition. On a toujours eu un problème sur la définition de la valeur ajoutée, sur la définition des conditionnalités. Et aujourd'hui, c'est cet élément-là qui déterminera la bonne ligne de la conditionnalité, si on l'évoque comme l'a évoqué André, ou comme on l'a évoqué à l'opposé, comment il s'appelle, Alexandre, pardon. Je crois que c'est ces deux mots-là qui vont, définition de la valeur ajoutée, qui a disparu du vocabulaire d'ailleurs, et la définition aujourd'hui des conditionnalités. Et là, par contre, je pense qu'on peut trouver des accords sur la définition en elle-même de tous les types de conditionnalités. Enfin, tu as évoqué un sujet sur cet emprunt, ou à dire ces fonds, parce que oui, c'est l'emprunt, vont-ils financer les services publics ? Et je vois bien où tu veux en venir, si tu veux. Je pense que ça, c'est de la responsabilité nationale. Je pense que nous avons une responsabilité, nous, et à consolider 3-4 gros services, la santé, l'éducation. Et je pense très sincèrement que l'État français emprunte déjà pour ces sujets-là, peut-être pas à bon escient, mais devrait certainement aller encore sur ces sujets-là. Sur les fonds, effectivement, dans les plans de résilience et de reprise, c'est comme ça que ça s'appelle, n'est pas à proprement parler le service public. Il est maintien de l'emploi. Alors, le maintien de l'emploi, ça dépend de quelle situation on est. Je pense que très sincèrement, nous avons un rôle parce que nos services publics sont importants et nous devons les consolider. Je pense que le niveau national, et j'en viens à mon troisième point, doit être le complément de ce que l'Union européenne porte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on inverse le système. Aujourd'hui, et ça a été très bien dit, on a fait des plans d'urgence. Le plan de relance de l'Union européenne est en train d'être bâti et nous, on fait des plans individualisés. Et je crois que ça répondrait peut-être à ta question. Il faut qu'on aille travailler sur un plan de relance qui irait sur les sujets que, justement, ne traite pas l'Union européenne, et ça peut en être un plan de relance sur les services publics, en ciblant 3 ou 4. Je crois que le Premier ministre a quand même évoqué le sujet de la santé aux questions au gouvernement. Je trouvais que c'était assez nouveau dans le discours d'un Premier ministre. Il faudrait peut-être qu'on aille là-dessus, parce que c'est un sujet dans nos milieux ruraux, et tu es comme moi, mais c'est un sujet dans les milieux urbains aussi. Je pense que c'est un sujet national, et on est attaché à un service public, alors peut-être à moderniser, mais il y a un sujet, je ne pense pas que l'Union européenne aille sur ce sujet-là. Je pense que le plan national peut y aller. Et enfin, un élément, et je m'arrêterai là parce qu'il faut qu'on avance, par rapport à la conditionnalité qu'a évoquée OAT Verte, et on en discutait justement avec Frédéric, je ne crois pas que ça soit annoncé, mais je crois que c'est plutôt dans l'esprit. À nous de le surveiller, mon cher, puisque les ressources nous concernent. Et enfin, pour répondre aussi à Alex, l'histoire de la flexibilité, et notamment la révision tous les 4 ans, que nous on avait évoqué, dont on a tous insisté, c'est toujours évoqué, ça n'a pas été remis en cause, mais par contre l'aboutissement n'est pas certain. Et je pense avoir fait le tour des questions, si vous me permettez, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues. André. Trop long, mais je trouve le débat passionnant. Donc c'est bien qu'on puisse échanger. Je voulais, d'abord, tout à l'heure, j'ai traité du fond. J'aurais pu, mais c'est évident, souligner la qualité du travail. C'est bien évidemment dans les propos que je tiens, absolument pas la qualité du travail qui est en cause. Je trouvais au contraire votre exposé extrêmement intéressant, mais le problème, c'est qu'on l'a, par les propos que vous tenez, il faudra qu'on le lise et qu'on puisse intégrer, parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué quand on travaille sur une communication de pouvoir réagir comme ça, brutalement et foncièrement. Forcément, on réagit en fonction de nos prérequis, de l'idéologie qui nous imbibe. Vous l'avez senti d'ailleurs en ce qui me concerne. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, je voulais vous remercier pour vos réponses, que je crois que vous avez, même si je ne partage pas tout, j'y reviendrai très rapidement, vous avez répondu sur le fond. Et ça, je trouve que c'est passionnant et c'est bien qu'on puisse échanger de cette façon. Comme c'était une communication, moi j'ai sorti des phrases. J'ai par exemple noté 3 phrases, je les ai peut-être citées tout à l'heure, dans mon élan, je ne sais plus. Moi j'avais noté qu'effectivement, qu'il y avait une conditionnalité qui était de respecter le pacte de stabilité et de croissance. Je veux bien dire que j'ai mal compris dans ce cas-là, c'est possible. Ensuite, j'ai noté qu'il y aurait des obligations de réforme pour remédier aux faiblesses. Et là, je me méfie beaucoup des réformes qu'on va imposer. Vous avez cité la Grèce, et pour moi, j'ai tout de suite pensé à la Grèce, où on impose des réformes, pour soi-disant remédier aux faiblesses, et en imposant ces réformes, généralement, on finit d'enterrer plutôt que de faire émerger. Le troisième point que j'ai noté, et qui me semble extrêmement important, c'est de dire
les acteurs privés prendront le relais des investissements publics. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Quand on dit les acteurs privés prendront le relais des investissements publics. Je me méfie beaucoup où on socialise comme ça les dépenses et puis en définitive après on privatise les gains. Donc je suis très très dubitatif sur ce type de formule, mais peut-être que je la sors du contexte encore une fois, dans la mesure où c'était une communication. Moi je pense quand même que derrière tout ça, il y aura des critères. Je suis d'accord pour certains critères. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Moi, j'ai toujours défendu des critères, notamment pour les aides qui étaient accordées aux entreprises. Et là, on va encore aller beaucoup plus critères au niveau qui tiennent au niveau, y compris au niveau qu'on tienne compte dans la fiscalité de certains critères, au niveau même des cotisations sociales. Je pense qu'il faudrait tenir compte de certains critères. Il est bien évident que ces critères, plus que jamais, il faudra les mettre en première ligne, évidemment dans le cadre de la transition écologique, il faudra être très ferme par rapport à ça, mais y compris au niveau social, sur par exemple la formation des salariés. Moi je me dis qu'une entreprise qui doit modifier sa production, avoir un mode de production différent dans la transition écologique, il faut bien qu'elle ait un plan de formation de façon à ce que les salariés puissent acquérir un nouveau métier. On dit que par exemple, aujourd'hui quelqu'un qui rentre dans la vie active, il aura 7 métiers dans sa vie. 7 métiers. On dit que dans les 15 ans qui viennent, 50% des métiers auront disparu, auront changé. Donc il est bien évident que derrière tout ça, il y a des critères très stricts qu'il faut imposer. Les critères dont je parlais, ce n'étaient pas ceux-là. Donc je me suis mal exprimé. Je pense qu'effectivement, il faut plus que jamais, il faut des critères. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas du tout convaincu, mais c'est normal, hein, mais je ne suis pas du tout convaincu sur le fait que ce qui sera mis en œuvre aura comme priorité les intérêts des peuples, sans utiliser de grandes phrases, et des humains, hein, qui seraient prioritaires. La crainte que j'ai, effectivement, c'est derrière tout ça les vautours. Hein. Les vautours seront là pour se servir et pour augmenter encore davantage leur profit. J'ai cité tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça, et malheureusement, je pense que l'Europe a beaucoup de travail à faire pour sortir des griffes de ces vautours-là, qui aujourd'hui font quand même, qu'on ne le veuille pas, vous le reconnaîtrez peut-être pas, mais font en définitive la politique de l'Union européenne. Une réaction de nos rapporteurs. Ah oui, c'est pas coupé. Je pense qu'effectivement, ce qui sera compliqué, c'est si on veut fondamentalement changer la politique en France ou en Europe, de le faire à travers ce plan de relance. C'est pour ça que nous, en tout cas, je veux dire qu'on veuille ou pas le faire, c'est pas ce plan de relance qui va remettre en cause, j'allais dire, la manière dont le système fonctionne au niveau international. Donc nous, on s'est pas dit à travers ce plan de relance, on va refaire le monde, puisque ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ouvrir ce chantier que tu as dit, mais en tout cas, on ne peut pas le faire à travers ça. La deuxième chose, c'est que sincèrement, effectivement, il y a un petit peu une confusion, mais c'est même en France, je le vois bien dans les mesures d'urgence actuelles ou dans le PLF qu'on nous a sur le plan de relance, c'est qu'il y a une confusion sur ce que doit faire, et Christophe l'a très bien dit tout à l'heure, ce plan de relance européen, ce que doit faire chaque État. Donc le plan de relance, c'est un plan de relance. Donc effectivement, c'est, j'allais dire, l'outil pour faire exactement ce que tu as en tête, c'est comment on dirige, on relance l'activité à travers les grands principes énoncés par l'Europe, de Green Deal, le machin, etc. Donc en gros, on met un outil au service d'une relance durable, etc. Et tout. Donc on n'est pas en train effectivement de traiter de la santé ni des services publics à travers ce plan-là. Il y avait un plan avant, c'est au gouvernement, aux pays respectifs de eux prendre en main cette partie-là, et ils avaient à la fois leurs propres outils nationaux ou ils avaient la possibilité d'utiliser les outils que l'Europe a mis en place. Personne ne l'a fait parce qu'ils ont tout le monde a trouvé que c'était pas très intéressant, mais disons qu'en gros c'était là pour ça. Ce plan de relance ne résoudra pas ces problèmes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, que je retrouve mon petit papier. Oui, pour revenir sur les questions effectivement aussi de Sabine et sur le délai. Tout le monde sait qu'il faut aller vite parce que tout le monde y a intérêt pour toutes les raisons qu'on a données, politiques et autres. Mais si on n'écoute pas certains, c'est nous, on tenait à le dire. Les Pays-Bas disent, et je pense que c'est notre intérêt à nous aussi ce qu'ils disent, c'est pas contre les Français par exemple, ils disent, on nous parle de montants et de dons ou de prêts, alors que
on ne se met pas d'accord sur les critères. Et par exemple, eux, ils disent les critères, alors Christophe l'a très bien dit, on a les pays du Sud qui sont bien servis, les pays de l'Est, bon, on voit que ces pays-là ne sont pas très bien servis, mais ils disent, et qu'ils aient tort ou raison, ils disent, les critères utilisés, la plupart, c'est des critères d'avant de la crise. Alors on dit qu'on résout un problème de la crise, mais enfin, on prend le chômage, par exemple, 2015-2019. Donc en gros, ils disent, on est en train de prendre des critères liés à des pays qui n'ont pas obligatoirement, effectivement, su faire ce qu'il fallait pour résoudre ces problèmes-là. Et on dit c'est ces pays qui en ont plus besoin. Et de la même manière, eux, ils disent, par exemple, que ça soit légitime ou pas, mais ils disent, mais nous, finalement, on a aussi été les plus touchés dans un certain sens, parce que, d'ailleurs, j'entendais Nathalie Loiseau ce matin en faire un argument plutôt contre les Pays-Bas en disant, ces pays, en fait, se sont enrichis parce qu'ils ont fait beaucoup d'échanges avec les pays européens. J'ai envie de dire, oui, c'est un petit pays. Les petits pays, par essence, s'ils veulent survivre, ils sont un peu condamnés aux échanges. Et donc, en gros, parce qu'ils se sont bien servis, ils n'ont rien à voir. Mais eux, ils disent que justement, la crise, elle a arrêté les échanges entre les pays. Donc, eux, ils estiment qu'ils sont les plus touchés sur un plan économique. Donc, en gros, ils disent, ce critère de pays les plus touchés, chacun y met un peu ce qu'il veut. Et moi, j'ai quand même, je ne le dis pas parce que je sais que... mais on a quand même des gens, notamment à Bercy, qui ont dit, en fait, on s'en fiche des critères, parce qu'en fait, ils ont déjà réparti les trucs entre les pays, puis après, les critères, ça vient après. Et on a des gens comme les Pays-Bas qui disent, nous, on est très attachés aux critères, parce que c'est une manière objective d'évaluer les choses. Donc, en gros, si ces pays-là, on n'écoute pas ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils disent, vous nous expliquez quels sont les besoins, pourquoi vous voulez faire les choses, et nous, si c'est bien, on s'en fiche plus ou moins que ça soit des dons. Si le plan est bon, que ça soit des dons, et que effectivement, et qu'on mette 500, 700, 1000, en fait, finalement, c'est pas très grave. Mais nous dites pas, les critères, on s'en fiche, les évaluations, on s'en fiche. Et ils disent, justement, comme l'a dit Liliana par rapport aux populations, ils disent, nous, on veut revenir vers nos citoyens en pouvant leur rassurer que l'argent va au bon endroit. C'est pas une question d'austérité, c'est une question de comment on sait qu'on ne pourra pas refaire ça 10 000 fois. Voilà. Et le dernier truc, c'est, on sait que, et ça pour le redire par rapport à Christophe, les rabais, il y a les postures et il y a les lignes rouges. Les lignes rouges, les rabais, on sait que c'en est une. C'est sûr qu'on n'aura pas d'accord si il n'y a pas ça. Et pour l'Allemagne, comme pour les Pays-Bas, comme pour tous ces pays-là, ils veulent effectivement, alors on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ils veulent un lien. Parce que le plan de relance européen, il n'y aura pas de conditions au sens où tu l'entends. Il n'y en aura pas. Mais c'est pour ça qu'eux, ils veulent effectivement quand même qu'il y ait un lien avec le semestre européen et les recommandations pour transformer les pays. Parce qu'ils disent, si effectivement les gens prennent l'argent et puis qu'ils ne transforment pas au sens d'austérité, mais qu'ils ne transforment pas leur truc, en fait, on aura mis de l'argent, mais on se retrouvera un peu à fond perdu, et nous, on devra payer pour eux, etc. Et ce qui est bon signe, c'est que l'Italie, c'est plus l'Italie, je trouve, qui a donné des signaux plus encourageants même que la France, parce que l'Italie, elle a tout de suite dit, et Conte a tout de suite dit, nous savons que c'est une occasion historique pour faire ce qu'on n'a pas su faire depuis longtemps parce qu'on a fait n'importe quoi. Donc eux, ils le disent, ils disent c'est hyper important. Ils ont, comme l'a rappelé Liliana, nommé quelqu'un dès le 10 avril. Ils sont servis du confinement pour bosser, eux. Ils ont nommé quelqu'un le 10 avril, ils ont vraiment bossé. Ensuite, ils ont fait pendant 10 jours, je crois, plus d'une semaine, du 10 au 21 juin, ils ont présenté le plan national, une journée pour les syndicats, une journée pour les entreprises privées, une journée que ça. Tout ça du 16-17 juin au 21 juin. Et je dis ça parce que nous, les Allemands n'en parlons pas, ils présentent, c'est ça, leur plan. Voilà. Nous, je veux dire, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on est en train de faire un projet de loi de mesure d'urgence. On est encore dans l'urgence pour répondre à machin. Le plan, le relance, on ne sait même pas si on a un PLFR 4 de relance, et on nous dit que c'est le projet de loi de finances. C'est-à-dire que nous, on va faire notre plan en octobre. Alors après, c'est vrai qu'en France, on n'est pas obligé de venir le présenter devant les députés, donc peut-être qu'il y aura un truc qui sera présenté, mais sans vraiment qu'il y ait de discussion. Mais disons qu'on a un pays comme l'Italie, ça nous a surpris, qui est quand même plus raisonnable, plus en avance par rapport à nous, parce qu'il sait qu'en présentant assez vite son plan national pour montrer, j'allais dire, qu'il fait des choses intelligentes, il pourra aussi débloquer les pays, les 4 pays, qui verront que l'Italie n'est pas juste en train d'ouvrir les vannes pour... voilà. C'est pour ça que je reviens sur le mot technique.
C'est-à-dire que là, ils l'ont tous dit. C'est cette technique-là qui va faire que les gens vont se rassurer, pas les grandes phrases ou tout ça. Il y a Marguerite de Presse-Audebert qui voudrait poser une question aussi. Non, c'est juste une remarque parce que ces débats sont très intéressants. Des gens qui sont impliqués dans cette technique budgétaire. On voit que Christophe est à fond dedans, André connaît bien le sujet aussi. Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place de mes électeurs, de la population que je côtoie. Je me dis, comment ces gens-là vont-ils comprendre? Donc, je rejoins Sabine quand elle dit où va l'argent. Ça, c'est les questions que vont se poser nos citoyens. La relance au niveau de l'Europe, les gens l'attendent. Maintenant, l'Europe est un peu à trouver grâce à leurs yeux. Ils pensent que l'Europe est indispensable pour le rebond. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Donc, ce plan de relance, il faut que l'Europe le réussisse. Mais ceci dit, il faut avoir aussi en tête que nos concitoyens, ils entendent parler de plan de relance au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau de leur région, au niveau de leurs agglos, au niveau de leur ville. Tout le monde y va de son plan de relance. Donc, il y a pléthore et les gens sont complètement perdus dans tous ces plans de relance. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un devoir de transparence et d'être clair et d'être précis et savoir qui fait quoi et où ça va et pour qui. Parce que c'est quand même le citoyen qui est destinataire final de tous ces fonds. Donc il faut avoir ça en tête parce qu'on s'arrange entre pays, les techniciens, etc. Mais in fine, il faut penser aux citoyens. Merci, tu as bien raison de souligner la lisibilité qui est parfois très compliquée, justement entre ceux qui est d'emprunt aussi, de garantie, parce qu'on a l'impression qu'on brasse des milliards, où on demande où ils vont, mais sans savoir qui va véritablement faire appel à ces outils aussi, parce que c'est ça aussi qui est difficile à faire comprendre, qu'il faut, quand il y a cet outil comme Sure, est-ce qu'on va faire appel ou pas, qui va faire appel, voilà, parce que là, il ne s'agit que de garantie. Et donc, c'est parfois, effectivement, compliqué à y répondre. Et effectivement, là, il y a un message d'Agence France Presse. La Commission européenne a approuvé aujourd'hui le plan de l'Allemagne visant à créer un fonds de secours pour les entreprises touchées par la crise liée à la pandémie de coronavirus, pouvant atteindre 500 milliards d'euros. Donc, oui, il est grand temps que tout le monde se bouge aussi dans une forme de concertation, parce que ça aussi, à mon avis, c'est un risque pour la cohésion au niveau de l'Union européenne. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Je voudrais redire que, par rapport à la crainte d'André, c'est qu'on plaque des conditions comme ça qui ne seraient pas acceptables par les États. Ce n'est pas ça du tout, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est bien les États qui vont définir leur plan de relance national. Donc, mais ils vont se baser sur les recommandations de la Commission européenne, mais c'est bien eux qui décident sur les secteurs dans lesquels ils veulent investir. Donc, ça veut dire qu'on les responsabilise. Et il est normal, de mon point de vue, parce que nous sommes des États responsables, il est normal que l'on puisse rendre compte de la façon dont c'est utilisé. Mais l'efficacité de l'utilisation des fonds, c'est par rapport à l'objectif que les États se seront fixés. Et moi, j'ai fait un parallèle avec les fonds structurels européens, c'est-à-dire que quelque part, ça s'apparente aussi comme à un fonds de cohésion. Le fonds de cohésion qui existe déjà, parce que c'est fait pour permettre au pays de se transformer, de se développer. C'est pour permettre la croissance future. C'est pas, il ne faut pas le prendre comme un moyen de mutualiser les dettes existantes, c'est pas ça, ni comme un moyen de financer par l'emprunt les systèmes sociaux et le fonctionnement des États. C'est pas ça. C'est dans les investissements d'avenir qui s'inscrivent dans les programmes du budget européen. Et donc, moi, je pense que ça permet justement de consolider la résilience des États face à éventuellement d'autres crises qui pourraient survenir. J'espère que la pandémie ne reviendra pas, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les générations futures, c'est pour que ça s'appelle Next Generation, c'est que ça soit un moyen d'assurer un avenir à ces pays à travers la transformation. Et ça ne peut pas être fait sans une solidarité entre États européens, et c'est bien ça l'objet de ce plan de relance.
Et par ailleurs, juste une petite précision, quand on disait que les acteurs privés pourraient éventuellement prendre le relais des investissements publics, ça c'était... Frédéric me l'a rappelé, c'est une suggestion de l'ambassadeur d'Allemagne. Il disait que dans certains secteurs, mais c'était à chaque État de décider, on pouvait passer le relais au privé concernant certains investissements d'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est forcément, on va tout de suite le passer au privé. C'est au choix des États. Et ça, c'était une suggestion de l'ambassadeur d'Allemagne. C'est une précision que je voulais apporter. Voilà. Et concernant les rabais, effectivement, ça va être un point dur, mais moi, je crois savoir qu'on peut peut-être imaginer une solution, c'est qu'on ne les supprime pas tout de suite, on les reporte un peu. Voilà, c'est ça. C'est ce qui a été plus ou moins proposé par... ça a été écrit, voilà. Donc, oui, mais c'est pas pour ça qu'ils accepteront eux. Voilà, mais je veux dire, c'est qu'il y a des marges de négociation. Mais si, ça va être possible si, par exemple, on leur dit, on les garde encore un peu, on les supprime plus tard. Voilà. Mais on n'est pas devin, on ne peut pas deviner. Mais en tous les cas, ce qu'on cherchait à faire... Des Pays-Bas, ils accepteront pas. Peut-être les Pays-Bas seront réticents, mais peut-être d'autres arriveront à les convaincre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que cette négociation, elle est, elle passe aussi beaucoup par beaucoup d'échanges informels, des échanges bilatéraux. Et nous avons l'ambassadeur d'Autriche qui nous a dit à plusieurs reprises que c'était extrêmement important d'avoir des relations en face à face avec nos partenaires pour comprendre, en fait, ce qui est légitime pour les uns et pour les autres. Voilà. Merci Christophe. Je ne vais pas rajouter juste les rabais, c'est 5 ans qui étaient proposés et à mon avis ça ira plus loin ce qu'on discutait parce que ce sera un point dur. Non, juste réflexion justement pour conclure avec ce que tu viens de dire. Je crois on l'avait mis la dernière fois, c'est qu'on a un vrai problème de suivi derrière où vont les fonds. On l'a eu quand ils ont étudié la PAC, André le sait. C'est pas simple de suivre derrière la réalité des choses et de l'expliquer aux gens. C'est-à-dire, il y a 10 milliards qui sont partis là, même 10 millions, 100 millions sur l'ensemble des fonds. Alors, on a ce problème français et on a le problème au niveau européen. Et ta dernière phrase, en fait, c'est peut-être un travail qu'il faudrait qu'on mette en route, de savoir où va l'argent et avec un vrai suivi et que ça peut être un rôle du Parlement. C'est une excellente suggestion, une idée qu'on avait déjà en tête. Alors, je vous remercie tous pour votre travail et surtout pour cet échange, parce que c'est vrai que c'était très vivant et il y avait véritablement une confrontation constructive, j'ai envie de dire, chers collègues. Alors, comme vous savez, les communications ne sont pas habituellement publiées sous forme de rapport, ils font juste l'objet d'un compte-rendu. Mais toutefois, afin que ces travaux aient toute la portée qu'ils méritent, je proposerai au prochain bureau, justement, que les communications des 6 binômes soient réunies en un unique rapport d'information qui constituera en quelque sorte notre contribution de la Commission des Affaires européennes à l'évaluation de la crise. Voilà. Merci. Je voudrais remercier Frédéric Vigilant qui a été très efficace à nos côtés. Merci. Et chers collègues, la semaine, nous avons un programme assez dense. N'oubliez pas, demain, jeudi, à 10h30, nous avons l'examen du rapport d'information sur l'espace fiscal européen de nos collègues Frédéric Dumas et Xavier Paliszkiewicz, en présence de M. Daniel Gutmann, avocat associé, professeur de droit fiscal à l'université Panthéon-Sorbonne. Et ensuite, à 14h30, dans la salle de la Commission de la Défense et en visioconférence aussi, l'audition commune avec la Commission de la Défense de Thierry Breton, donc commissaire européen chargé du marché intérieur sur la base industrielle et technologique de défense. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Attends, juste, moi aussi, le point commun entre le rapport de Christophe, le nôtre, la communication de Christophe, la nôtre, et le rapport demain, c'est Frédéric. C'est la pierre angulaire de...